bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très belle journée et si ce n'était pas le cas, que vous arriverez à vous détendre pendant cette nouvelle lecture chuchotée. Ce soir, je vais donc vous lire le chapitre 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ma voix. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne détente. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Chapitre 2. Après la mort de mon grand-père, j'ai passé des mois à déambuler de bureau anonyme en salle d'attente grise. Un véritable purgatoire où j'étais tour à tour examiné et interrogé. On parlait de moi dès que j'avais le dos tourné. Je hochais la tête quand on m'adressait la parole et je répétais inlassablement mon histoire à des gens pleins de compassion qui m'écoutaient en plissant le front. Mes parents me traitaient comme un bibelot fragile. Ils se déplaçaient au ralenti en ma présence et n'osaient plus se disputer de peur de me voir voler en éclats. La nuit, je me réveillais en hurlant, en proie à des cauchemars effroyables. J'étais obligé de porter un appareil pour éviter d'user mes dents jusqu'aux gencives, à force de les faire grincer pendant mon sommeil. Je ne pouvais plus fermer les yeux sans revoir cette créature d'épouvante, à la bouche pleine de tentacules. C'était elle qui avait tué mon grand-père, j'en étais sûr. Et j'étais sûr aussi qu'elle reviendrait bientôt régler mon compte. J'étais victime de crises de panique, persuadé que le monstre rôdait tout près, dans un bosquet sombre, derrière une voiture, dans un parking, au fond du garage où je rangeais mon vélo. La seule solution pour lui échapper, c'était de ne plus quitter la maison. Pendant des semaines, j'ai refusé de sortir dans l'allée pour récupérer le journal. Je dormais dans des couvertures à même le sol de la buanderie, l'unique pièce sans fenêtre de la maison qui se fermait de l'intérieur. J'ai dû rester le jour de l'enterrement de grand-pa, assis sur le sèche-linge avec mon ordinateur portable, essayant de me noyer mon angoisse dans des jeux en ligne. Je me sentais coupable. Si seulement je l'avais cru, me répétais-je à l'infini. Mais je ne l'avais pas cru, pas plus que les autres. Je savais maintenant ce qu'il avait dû ressentir, parce que personne ne me croyait, moi non plus. Ma version des faits m'avait paru plausible jusqu'à ce que je l'énonce à voix haute. En fait, elle était totalement délirante. J'en ai pris pleinement conscience le jour où j'ai dû la répéter à l'inspecteur de police venu chez nous. Je lui ai tout raconté, je lui ai même parlé de la créature. Assis en face de moi à la table de la cuisine, il acquiesçait mais ne notait rien sur son cahier à spirale. À la fin de mon récit, il a juste dit « Super, merci », avant de se tourner vers mes parents pour leur demander si j'avais été vu par quelqu'un. Comme si j'étais trop débile pour comprendre le sous-entendu. J'ai signalé que j'avais un dernier truc à ajouter. Je lui ai fait un doigt d'honneur et j'ai quitté la pièce. Mes parents m'ont engueulé pour la première fois depuis des semaines. C'était presque un soulagement, les bons vieux cris. J'ai hurlé quelques vacheries moi aussi, pour faire bonne mesure, qu'ils étaient contents que grand-pa soit mort, que j'étais le seul à l'avoir vraiment aimé. Le flic a discuté quelques minutes dans l'allée avec mes parents, puis il est parti. Il est revenu 1 heure plus tard en compagnie d'un autre type qui s'est présenté comme un dessinateur de la police. Il avait apporté un grand bloc et m'a suggéré de lui décrire la créature. Pendant que je m'exécutais, il dessinait, s'arrêtant de temps à autre pour que je lui donne des détails. Combien avait-il Dieu? 2. Je vois. À croire qu'il dessinait des monstres tous les jours. C'était une tentative assez grossière pour me calmer. D'ailleurs, le gars s'est trahi en m'offrant son œuvre terminée. Vous n'en
Moi aussi. Du coup, je n'ai pas été surpris quand la police a conclu qu'une meute de chiens sauvages avait attaqué mon grand-père. Ces fauves avaient été vus d'ailleurs. Ils avaient mordu une femme à Century Wood la semaine passée. Et 12 heures, la nuit, bien sûr. C'est justement le moment où les créatures sont les plus difficiles à voir et je protestais. Ricky s'est contenté de secouer la tête en grommelant que je devais consulter un psy. Merci beaucoup, c'est cool de se sentir soutenu par ses amis. Assis sur mon balcon, nous regardions le coucher de soleil sur la baie. Ricky était engoncé dans un fauteuil Adirondack, hors de prix que mes parents avaient rapporté d'un voyage en pays amiche. Les jambes repliées, les bras croisés, il fumait clope sur clope d'un air buté. Il était toujours vaguement mal à l'aise chez moi. Cependant, j'ai deviné en le voyant me lancer des regards furtifs que, cette fois, le fric de mes parents n'était pas en cause. Arrête, je suis cash avec toi, s'est-il défendu. Si tu continues à parler de monstres, ils vont t'enfermer. Il a balancé sa cigarette et a craché un gros molar par-dessus la rambarde. Tu fumais et tu chiquais en même temps. Et alors, t'es ma mère? J'ai l'air de coucher avec des camionneurs en échange de bons de réduction. Cette fois, j'étais allé trop loin. Ricky a bondi du fauteuil et m'a poussé si fort que j'ai failli tomber du balcon. Je lui criai de dégager, mais il était déjà parti. Je ne l'ai pas revu pendant des mois. À quoi ça sert d'avoir des amis? Finalement, mes parents se sont décidés à m'emmener voir un psy, un type tranquille, à la peau olivâtre, le docteur Collan. Je me suis laissé faire, j'en avais besoin. Je pensais que Collan allait s'arracher les cheveux avec moi, mais il a réglé la question en un éclair. Il m'a exposé la situation d'un ton calme et détaché, presque hypnotisant. En 2 séances, il m'a convaincu que la créature était le produit de mon imagination surchauffée. La mort de mon grand-père m'avait causé un tel traumatisme que j'avais vu un être imaginaire, la faute aux histoires de Grandpa qui m'avait logé cette créature dans la tête. Pour Golan, c'était logique qu'en serrant son corps, agonisant contre moi, profondément choqué, j'ai ranimé le monstre qui hantait les histoires de mon grand-père. Ce phénomène portait même un nom savant, épisode de stress aigu. Ma mère a été rassurée par ce diagnostic, moi aussi, au moins je n'étais pas fou. Cela dit, ce n'est pas parce que je ne croyais plus au monstre que j'allais mieux. J'étais toujours réveillé par mes cauchemars agités, paranoïaques. J'avais également du mal à entretenir des relations avec les gens, excepté mes parents. C'était devenu tellement criant qu'ils ont engagé un précepteur pour m'épargner le calvaire du lycée. Ils ont enfin accepté que je démissionne du Smart Aid. Mon nouveau job consistait à me refaire une santé. Là aussi, j'aurais volontiers rendu mon tablier. Après avoir écarté le sujet de ma folie temporaire, le docteur Golan s'est borné à rediriger des ordonnances. Je faisais encore des cauchemars. Il fallait ce qu'il me fallait. Des crises de panique dans le bus, ces cachets devraient régler le problème. Des insomnies, il suffisait d'augmenter la dose. Les médicaments m'abrutissaient et me faisaient grossir, mais j'étais toujours malheureux. Je ne dormais plus que 3 ou 4 heures par nuit. J'ai donc commencé à mentir à Golan. Je faisais semblant d'aller bien, alors que j'avais des valises énormes sous les yeux et que je sursautais au moindre bruit comme un chat nerveux. J'ai même inventé une semaine entière de rêves, aussi simples qu'inoffensifs. Dans l'un d'eux, j'allais chez le dentiste. Dans l'autre, je volais. 2 nuits de suite, j'ai prétendu avoir rêvé que je me retrouvais nu au lycée. Et les créatures, c'est Anki Golan. J'ai haussé les épaules. Aucun signe. Ça signifie que je vais mieux, non? Il a tapoté son stylo sur son bloc, puis il a griffonné quelque chose. J'espère que tu ne me dis pas ce que tu crois que je veux entendre. Bien sûr que non, me suis-je défendu. J'ai contemplé les diplômes encadrés au mur. Ce type était sûrement assez qualifié pour deviner si un adolescent stressé lui racontait des salades. Bon, parlons sérieusement. Il a reposé son stylo. Tu es en train de me dire que tu n'as pas fait une seule fois le rêve cette semaine. J'ai toujours été un piètre menteur. Plutôt que de m'enfoncer, je me suis rendu.
pose en direction de la porte. Un distributeur automatique trônait à la place du lit, mais au lieu de friandises, il contenait des rangées de couteaux affûtés comme des rasoirs et toutes sortes d'armes à feu. Grandpa, vêtu d'un vieil uniforme de l'armée britannique, fourrait précipitamment des pieds dans la machine. Le temps était compté. Finalement, un calibre 45 tournait derrière la vitre, mais il se bloquait en tombant. Grandpa jurait en yiddish, balançait des coups de pied dans la machine, puis s'agenouillait et glissait une main dans la fente pour tenter de récupérer l'arme. Il se coinçait le bras. C'est alors qu'ils arrivaient. Leurs longues langues noires serpentaient derrière la vitre. Je les mettais en joue et pressais la gâchette, sans résultat. Pendant ce temps, Grandpa me criait comme un dément. « Trouve l'oiseau, trouve la boucle. Jacob, pourquoi tu refuses de comprendre, espèce d'idiot ?» Puis la fenêtre se brisait, et les langues noires se déployaient vers nous. En général, c'est à ce moment-là que je me réveillais dans une flaque de sueur, le cœur tambourinant et le ventre noué. Bien que le cauchemar soit toujours le même, et qu'on en ait discuté des dizaines de fois, Golan me demandait de lui raconter à chaque séance, comme s'il passait mon subconscient au peigne fin, cherchant un indice qui aurait pu manquer les 99 fois précédentes. Et dans le rêve, que disait ton grand-père? Comme d'habitude, il parlait de l'oiseau, de la boucle, de la tombe. Cette dernière parole, j'ai hoché la tête. Golan a formé une tente avec ses doigts et il les a collés contre son menton. La caricature du psy qui réfléchit. Et tu n'as toujours pas compris ce qu'elle pourrait signifier. Si, que dalle. Allons, tu ne penses pas vraiment ça. Golan avait raison. Je jouais l'indifférence, mais en réalité, les dernières paroles de Grandpa m'obsédaient presque autant que mes cauchemars. Il me semble que j'avais une dette envers lui, qui m'interdisait de négliger ses dernières volontés en les considérant comme un tissu d'absurdité, le fruit de son délire. En plus, Golan affirmait que comprendre leur signification m'aiderait à me débarrasser de mes rêves affreux. J'ai donc essayé. J'avais déjà élucidé une partie de l'énigme. Grandpa voulait que j'aille sur l'île. Il craignait que les monstres ne s'en prennent à moi et pensait que c'était le seul endroit où je pourrais leur échapper, comme lui quand il était enfant. Il avait dit ensuite: j'aurais dû t'en parler depuis longtemps, mais il manquait de temps, alors il m'avait laissé des indices pour orienter vers quelqu'un qui connaissait son secret. Et selon moi, ces indices étaient contenus dans le message mystérieux évoquant la boucle, la tombe et la lettre. J'ai d'abord pensé que la boucle, c'était une rue de Circle Village, ce quartier plein de virages et de cul-de-sac, et qu'Emerson était un ami de mon grand-père, à qui il avait écrit des lettres. Un camarade de régiment avec qui il serait resté en contact, quelque chose comme ça. Peut-être vivait-il à Circle Village, dans un virage près d'un cimetière, et possédait une lettre datée du 3 septembre 1940 que je devais absolument lire. Je sais que ça paraît dingue, mais des choses encore plus folles ont fini par se révéler vraies. Alors, après avoir cherché en vain la liste des impasses sur internet, je suis allé au centre communautaire de Circle Village, où les anciens se réunissaient pour jouer aux jeux de palais et discuter de leurs dernières opérations chirurgicales. Je leur ai demandé où se trouvait le cimetière et si quelqu'un connaissait un Mr. Emerson. Ils ont ouvert des yeux ronds, surpris de voir un ado leur adresser la parole. Il n'y avait pas de cimetière à Circle Village et personne ne s'appelait Emerson. Il n'avait pas non plus de rue de la boucle, d'avenue de la boucle, ni aucune boucle d'autre sorte. Le vide complet. Et pourtant, Golan me conseillait de persévérer. Il m'a suggéré de chercher du côté de Ralph Waldo Emerson, un poète célèbre. Emerson a écrit de nombreuses lettres. Ton grand-père pensait peut-être à l'une d'elles. Ça me semblait vraiment tiré par les cheveux, mais j'ai voulu vérifier quand même, au moins pour que Golan me fiche la paix. Un après-midi, j'ai demandé à papa de me déposer à la bibliothèque. J'ai découvert que Ralph Waldo Emerson était effectivement l'auteur d'un tas de lettres qui avaient été publiées. Au début, j'étais super excité, j'avais l'impression de toucher au but, mais j'ai assez vite réalisé deux choses. Premièrement, Ralph Waldo Emerson avait vécu au XIXe siècle. Il ne pouvait donc pas avoir écrit de lettres le 3 septembre 1940. Deuxièmement, son
Je me suis réveillé en hurlant et me suis fait éjecter de la bibliothèque sans cérémonie. Sur tout le trajet du retour, j'ai maudit Golan et ses théories débiles. J'ai reçu le coup de grâce quelques jours plus tard, quand mes parents ont décidé de vendre la maison de Grandpa. Avant que d'éventuels acheteurs puissent la visiter, il fallait la vider et la nettoyer de fond en comble. Toujours sur le conseil de Golan, qui trouvait intéressant de me faire affronter la scène de mon trauma, mon père m'a embauché pour les aider à faire le tri. Ma tante Suzy et lui. Au début, papa n'arrêtait pas de me prendre à part pour s'assurer que je tenais le coup. Ça allait à peu près, même si les lambeaux de ruban de police accrochés aux broussailles et la moustiquaire déchirée qui claquait dans le vent me rappelaient le drame. Ces détails, comme la peine de location stationnée sur le trottoir, prête à engloutir les affaires de mon grand-père, me rendaient triste, mais il ne m'effrayait pas. Quand mon père a été sûr que je n'allais pas me rouler par terre, la bouche écumante, et que nous nous sommes mis au travail, armés de sacs poubelles, nous avons arpenté la maison, la mine grave, pour vider les étagères, les placards et les moindres recoins. Nous avons découvert d'impressionnantes épaisseurs de poussière sous des meubles qui n'avaient pas été déplacés depuis des années et formaient deux tas distincts, les affaires à garder et celles destinées à la benne. Mon père et sa sœur ne sont pas des sentimentaux, aussi le tas de la benne grossissait-il à vue d'œil. Je luttais pied à pied pour conserver certaines choses, par exemple la pile de National Geographic qui moisissait dans un coin de garage. J'avais passé tant d'après-midi, le nez dans ces revues, à m'imaginer parmi les monuments de la Nouvelle-Guinée ou dans un château perché sur la falaise au royaume du Bhoutan. Hélas, je n'avais jamais gain de cause. Ils ne m'ont pas autorisé non plus à conserver la collection de chemises bowling vintage Grandpa. C'est embarrassant, a prétexté mon père. C'est 78 tours de Big Bang et de swing. On peut en tirer une jolie somme. Dit le contenu de son armoire métallique, toujours verrouillé. Tu plaisantes, j'espère. J'ai accusé mon père d'être sans cœur. Ma tante s'est sauvée, nous abandonnant dans le bureau parmi une montagne de relevés de comptes bancaires. J'essaie juste d'être pragmatique. C'est ce qui arrive quand les gens meurent, Jacob. Ouais, alors toi, quand tu vas mourir, je devrais brûler tous tes vieux manuscrits. Il a rougi. Je n'aurais pas dû dire ça. Mentionner ces livres inachevés, c'était vraiment un coup bas. Je m'attendais à une réplique cinglante, mais il est resté silencieux. Si je t'ai proposé de venir, a-t-il fini par lâcher, c'est parce que je te croyais assez mûr pour le supporter. Je me suis trompé. Oui, tu te trompes. Ce n'est pas en te débarrassant des affaires de Grandpa que tu vas me le faire oublier. Ça ne risque pas. Il a levé les mains en l'air. Tu sais quoi? J'en ai assez de me disputer. Garde ce que tu veux. Il a lancé une brassée de papier jauni à mes pieds. Tiens, un récapitulatif de frais réels de 1963, année de l'assassinat de Kennedy. Tu n'as qu'à le faire encadrer. J'ai shooté dans les feuilles et je suis sorti en claquant la porte. Puis je suis resté dans le séjour, dans l'espoir qu'il viendrait s'excuser. Quand j'ai entendu ronronner la déchiqueteuse, j'ai compris que ça n'arriverait pas. Alors j'ai traversé la maison en tapant des pieds et je suis allé m'enfermer dans la chambre à coucher. La pièce sentait le renfermé, le cuir et l'eau de Cologne un peu aigre de Grandpa. Je me suis adossé au mur et j'ai suivi des yeux une trace d'usure sur le tapis, entre la porte et le lit. Un soleil éclairait l'angle d'une boîte en carton qui dépassait dessous le lit. Je me suis mis à quatre pattes pour la récupérer. C'était la vieille boîte à cigares de Grandpa, couverte de poussière, à croire qu'il l'avait placée là pour que je tombe dessus. À l'intérieur, j'ai retrouvé des photos familières, le garçon invisible, la fillette en lévitation qui soulevait un rocher, l'homme au visage peint à l'arrière de la tête. Elles étaient écaillées et plus petites que dans mon souvenir. En les revoyant avec mes yeux de jeune adulte, j'ai été frappé par la grossièreté des trucages. Une légère surexposition et un coup de pinceau avaient probablement suffi à faire disparaître la tête du garçon invisible. Le rocher géant que soulevait le gamin maigrichon devait être en mousse ou en plâtre, mais ces observations étaient trop subtiles pour un enfant de 6 ans. Sous ces photos, j'en ai découvert 5 autres que Grandpa ne m'avait jamais montrées. J'ai compris pourquoi en les examinant de plus près.
une surimpression cocasse montrant une fillette prisonnière d'une bouteille. Un bébé qui lévitait, probablement tenu en l'air par un individu caché dans l'embrasure d'une porte. Un grossier photomontage dont le résultat était un chien au visage de garçon. Et comme si ce n'était pas assez bizarre, les deux dernières semblaient tous trois sorties d'un cauchemar de David Lynch. Une jeune contorsionniste boudeuse en train d'exécuter une figure effrayante et des jumeaux inquiétants, vêtus de costumes étranges. Agenouillé sur le sol poussiéreux, les photos dans les mains, je me suis rappelé le sentiment de trahison que j'avais éprouvé le jour où j'avais compris que les histoires de Grandpa étaient fictives. Aujourd'hui, la vérité me sautait aux yeux. Ces dernières paroles n'avaient été qu'une bouffonnerie de plus pour la route. Ainsi, son dernier geste avait consisté à m'infliger des hallucinations paranoïaques dont j'allais mettre des années à me débarrasser, à grand renfort de psychanalyse et de médicaments toxiques. J'ai fermé la boîte et je l'ai emportée dans le séjour où papa étendu s'y vidait un tiroir plein de bons de réduction, découpés mais jamais utilisés, dans un énorme sac poubelle. Je leur ai tendu. Ils ne m'ont pas demandé ce qu'elle contenait. Alors, c'est ta conclusion, a soupiré le docteur Golan. Ces dernières paroles ne veulent rien dire. Allongé sur le divan, je fixai le bocal à boisson dans un angle du bureau. Son unique occupant, un poisson rouge, décrivait des cercles paresseux. Sauf si vous avez une meilleure idée, une théorie que vous ne m'avez pas encore exposée, sans quoi... Sans quoi? Ce n'est qu'une perte de temps. Il a soupiré et s'est pincé l'arrêt du nez, comme pour chasser une migraine. Ce n'est pas à moi de trancher cette question. L'important, c'est ce que toi tu penses. Arrêtez vos conneries de psy à deux balles, me suis-je énervé. Ce n'est pas ce que je pense qui compte, c'est la vérité. On ne le connaîtra jamais, c'est fichu d'avance. Filez-moi donc mes cachets et ramassez votre fric. J'aurais aimé qu'il se mette en colère, qu'il essaye de me convaincre que j'avais tort, mais il est resté assis, l'air impénétrable, à tapoter le bras de son fauteuil avec son stylo. J'ai l'impression que tu renonces, a-t-il lâché au bout d'un moment. Je suis déçu. Je ne te voyais pas comme un dégonflé. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Je n'étais vraiment pas d'humeur à faire la fête. J'ai compris que ça me pendait au nez quand mes parents ont multiplié les allusions grossières du genre « Ce week-end va être assommant, on n'a rien de prévu », alors qu'on savait tous que j'allais avoir 16 ans. Je les avais suppliés de ne rien organiser cette année, car j'étais incapable de penser à une personne que j'aurais aimé inviter. Mais ça les inquiétait que je reste seul. Ils prétendaient que voir du monde avait des vertus thérapeutiques. Les électrochocs aussi, avais-je ironisé. En plus, ma mère me manquait jamais une occasion de faire la fête. Un jour, elle avait convié des amis pour l'anniversaire de notre perruche. Elle adorait faire visiter la maison. Un verre de vin à la main, elle promenait les invités de pièce en pièce, vantant le génie de l'architecte et égrenant les anecdotes, tel un ancien combattant. Il a fallu des mois pour faire venir ses appliques d'Italie. De retour à la maison après ma séance calamiteuse chez le docteur Golan, papa m'a précédé dans le séjour éteint en marmonnant. Quel dommage qu'on n'ait rien organisé pour ton anniversaire. Bah, on fera quelque chose l'an prochain. Et soudain, la lumière a jailli. La pièce, décorée de banderoles et de ballons, était pleine de tantes, d'oncles et de cousins que je voyais rarement. Tous ceux que ma mère avait réussi à convaincre en fait. Elle avait même invité Ricky. Il rôdait près du saladier de punch et tranchait sur le décor avec sa veste en cuir clouté. Au bout d'un moment, les applaudissements se sont tus. J'ai arrêté de feindre la surprise et ma mère m'a enlacé. Ça va, m'a-t-elle chuchoté. J'étais furieux, fatigué, et je n'avais qu'une envie, jouer à War Spire 3 The Summoning avant de m'endormir devant la télé. Mais je n'avais pas le choix. On ne pouvait pas renvoyer tous ces gens chez eux. J'ai répondu que ça allait. Elle m'a remercié d'un sourire. Qui veut voir la nouvelle extension, a-t-elle claironné en se versant un verre de chardonnay. Un petit groupe l'a suivi dans l'escalier. J'ai échangé un signe de tête avec Ricky, à l'autre bout de la pièce. Une façon de se dire qu'on était disposés à se supporter mutuellement 1 heure ou 2. Nous ne nous étions pas adressé la parole depuis le jour où il avait failli me jeter du balcon, mais nous avions tous les deux intérêt à cultiver l'illusion d'avoir des amis. Je m'avançai à sa rencontre, quand mon oncle Bobby m'a saisi par le coude et entraîné dans un coin. Bobby était un grand type corpulent,
conduisait une grosse voiture, vivait dans une grosse maison et finirait par succomber à une crise cardiaque, vu les quantités de foie gras et de hamburgers qui s'enfilaient depuis des années. Sa fortune reviendrait à sa petite femme discrète et à mes glandeurs de cousins. Mon oncle Lester et lui étaient coprésidents de Smart Aid. Leur spécialité consistait à attirer les gens dans un coin pour leur parler sur le ton de la conspiration. Parfois, il s'agissait simplement de complimenter l'hôtesse sur son guacamole. D'après ta mère, tu as enfin tourné la page en ce qui concerne ce bazar avec ton grand-père. Ce bazar. Personne ne savait comment le qualifier. Un épisode de stress aigu. Quoi? C'est le nom de ce que j'avais, ce que j'ai. Ok, laisse tomber. Bien, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il a agité une main pour écarter ce sujet déplaisant. Avec ta mère, on s'est dit que tu aimerais peut-être venir à Tampa cet été, voir comment marchent les affaires familiales, poser quelque temps au siège avec moi, à moins que tu préfères vider des cartons. Il a éclaté de rire si fort que j'ai reculé involontairement. Tu pourras habiter à la maison. Le week-end, on ira pêcher le harpon avec tes cousins. Il a consacré les 5 minutes suivantes à décrire son nouveau yacht, entrant dans les détails d'une façon quasi pornographique, comme si ça pouvait me convaincre. Après quoi, il a souri de toutes ses dents et m'a tendu une main. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Jake? C'était certainement le genre de proposition qui ne se refuse pas. Sauf que j'aurais préféré passer l'été dans un camp de travail en Sibérie plutôt qu'avec mon oncle et ses gamins gâtés pourris. Quant à travailler au siège de Smart Aid, je savais que je n'y couperais pas, mais j'espérais avoir encore quelques étés de répit et 4 ans de fac avant de devoir m'enfermer dans une cage de cadre sup. J'ai réfléchi à une façon polie de décliner son offre, mais l'unique phrase qui m'est venue c'est « Je ne suis pas sûr que l'idée plaise à mon psychiatre ». Ses sourcils broussailleux se sont réunis en un seul. Il a hoché la tête et lâché « Ah oui, évidemment, dans ce cas, on en reparle plus tard, ok ?» Là-dessus, il a fait mine de voir quelqu'un au fond de la pièce et il a filé lui attraper le coude. Ma mère a décrété qu'il était temps d'ouvrir les cadeaux. Elle voulait qu'on fasse ça devant tout le monde. Or, comme je l'ai déjà dit, je suis un piètre menteur. J'ai beaucoup de mal à laisser éclater ma joie quand on me refile un CD de chant de Noël ou un abonnement à Field & Stream. Allez savoir pourquoi, oncle Lester a toujours été persuadé que j'étais un proche de la nature. Je me suis quand même forcé à sourire, et j'ai soulevé un à un les trucs que je déballais pour que chacun puisse les admirer. À force, le tas de cadeaux posés sur la table basse s'est réduit à 3. J'ai ouvert le plus petit. Il contenait la clé de la luxueuse berline de mes parents, 4 ans d'âge. Ma mère m'a expliqué qu'ils en achetaient une autre et que j'héritais de celle-ci. Ma première voiture, un concert de O et de A à fusée. J'ai rougi. J'avais honte de recevoir un cadeau aussi somptueux devant Ricky, dont la voiture coûtait l'équivalent de mon argent de poche à 12 ans. Mes parents essayaient toujours de m'intéresser au fric, mais ça me laissait complètement indifférent. Enfin, c'est facile de dire qu'on se fiche de l'argent quand on en a beaucoup. Le cadeau suivant était l'appareil photo numérique que j'avais réclamé à mes parents tout l'été. Je l'ai examiné sous toutes les coutures. Waouh, c'est géant! Je prépare un nouveau livre sur les oiseaux, m'a confié mon père. J'ai pensé que tu pourrais prendre les photos. Un nouveau livre, s'est exclamé ma mère. C'est une idée fabuleuse, Franck. Mais où en est celui sur lequel tu travaillais? Visiblement, elle avait un petit coup dans le nez. Je suis en train de revoir quelques détails, a répondu mon père sans se démonter. Ah, je vois, Harry Kane et l'oncle Bob. J'ai soulevé le dernier cadeau et déclaré bien fort. Bon, celui-là, il vient de tante Suzy. En fait, il vient de ton grand-père, a-t-elle rectifié tandis que je déchirais le papier. Je me suis arrêté net. Les convives se sont tus. Ils ont dévisagé tante Suzy comme si elle avait invoqué un esprit malfaisant. Mon père a crispé la mâchoire et ma mère a vidé son verre. Ouvre-le, tu vas voir, m'a dit ma tante. J'ai déballé le cadeau. C'était un vieux livre relié, tout corné, sans jaquette. Les œuvres choisies de Ralph Waldo Emerson. Je l'ai fixé comme si j'essayais de lire à travers la couverture, incapable de comprendre par quel miracle ce bouquin avait atterri entre mes mains. À part le docteur Gordon, personne ne connaissait les dernières paroles de
resterait entre nous, à moins que je ne le menace d'avaler du desktop ou de sauter d'un pont. J'ai regardé ma tante, perplexe. Je n'arrivais pas à formuler ma question. Elle a souri. Je l'ai trouvé dans le bureau de ton grand-père, le jour où on a fait le ménage chez lui. Il avait écrit ton nom dessus. Je pense qu'il voulait que tu en hérites. Je l'aurais embrassé, tant celui-ci avait un cœur, finalement. Ma mère a fait une tentative pour détendre l'atmosphère. C'est gentil, je ne savais pas que ton grand-père était un lecteur. Oui, a lâché mon père entre ses dents serrées. Merci Suzanne. J'ai ouvert le livre, et effectivement, sur la page de titre, j'ai découvert une dédicace de l'écriture tremblante de Grandpa. Pour Jacob, Magellan, Portman et les mondes qui lui restent à découvrir. Au bord des larmes, je me levais pour partir quand un papier est tombé du livre. Je me suis baissé pour le ramasser. C'était une lettre. Emerson. La lettre. J'ai blêmi. Ma mère s'est approchée de moi et d'une voix tendue m'a demandé si je voulais un verre d'eau. Traduction. Tiens bon, tout le monde te regarde. Je me sens un peu... Puis sans achever ma phrase, j'ai foncé dans ma chambre, une main sur le ventre. C'était une lettre manuscrite, rédigée sur un beau papier, d'une écriture si tarabiscotée qu'on aurait dit de la calligraphie, l'encre noire pâlissait par endroits, comme celle d'un vieux stylo à plumes. Mon cher Ab, j'espère que cette lettre te trouvera sain et sauf et en bonne santé. Voilà si longtemps que nous n'avons pas reçu de nouvelles de toi, mais je ne t'écris pas pour te faire des reproches, seulement pour te dire que nous pensons à toi souvent. Nous prions pour notre beau et courageux Ab. La vie sur l'île n'a guère changé, mais c'est ainsi que nous l'aimons, tranquille et bien réglé. Je me demande si l'on te reconnaîtrait après toutes ces années. En revanche, je suis sûr que tu nous reconnaîtrais. Je veux dire, les quelques-uns qui restent. Nous aimerions tant que tu nous envoies une photographie récente de toi, si tu en as une. Je te joins un cliché de moi, très ancien. Tu manques affreusement à eux. Pourquoi tu ne lui écris pas? Avec tout mon respect et mon admiration, Pérégrine Faucon, directrice. Comme promis, l'auteur de la lettre y avait inclus une photographie. Je l'ai approché de ma lampe de bureau, cherchant enfin des indices dans la silhouette. C'était une image étrange, mais elle ne ressemblait pas aux autres clichés de mon grand-père. Il n'y avait pas de trucage, seulement une femme qui fumait la pipe. Une pipe incurvée, semblable à celle de Sherlock Holmes. Était-ce cela que Grandpa avait voulu me transmettre? Oui, probablement. Non, pas les lettres d'Emerson, mais celle-ci, glissée entre les pages de son livre. Qui était cette directrice? Cette Pérégrine Faucon? J'ai cherché l'adresse de l'expéditeur sur l'enveloppe. Elle n'y figurait pas. Juste un cachet de la poste à demi effacé. Cairnholm, Is, Simrus, UK. UK, c'était la Grande-Bretagne. Je savais aussi, pour avoir étudié des atlas quand j'étais petit, que Simru désignait le Pays de Galles. Cairnholm, Is était sûrement l'île que Pérégrine Faucon avait mentionnée dans sa lettre. Peut-être celle où mon grand-père avait vécu pendant son enfance. Il y a 9 mois, grand-papa m'avait demandé de trouver l'oiseau. 9 ans plus tôt, il m'avait juré que l'orphelinat où il avait vécu était sous la protection d'un oiseau, un grand faucon fumeur de pipe. Cet oiseau était-il la femme qui l'avait sauvé? La directrice de l'orphelinat? Était-elle toujours sur l'île, après toutes ces années? Vieille comme Hérode, mais entourée de ses pupilles, des enfants devenus adultes qui ne l'auraient jamais quitté. Pour la première fois, les dernières paroles de mon grand-père prenaient du sens. Il voulait que j'aille sur l'île et que je trouve son ancienne directrice. Mais le cachet sur l'enveloppe datait de 15 ans. Miss Pérégrine était-elle toujours en vie? J'ai fait un bref calcul dans ma tête. Si elle avait dirigé un orphelinat en 1939, mettons qu'elle ait eu 25 ans à l'époque, elle en avait plus de 90 aujourd'hui. C'était donc possible. À Englewood, des personnes plus âgées vivaient seules et conduisaient toujours. Et même si Miss Peregrine était décédée entre-temps, je rencontrerais certainement des gens à Cairnholm susceptibles de
pharmaceutique. Enfin, le fait que personne ne voulait m'accompagner. Il était évidemment exclu que je voyage seul. Je n'avais pas grand-chose à lui opposer. Si j'avais avoué à mes parents pourquoi je tenais à faire ce périple, je crois que je dois y aller. Ils auraient définitivement douté de ma santé mentale. Si je leur avais parlé de ces dernières paroles de Grandpa, de la lettre ou de la photo, ils m'auraient fait enfermer. Je veux me renseigner sur notre histoire familiale était le seul argument à peu près rationnel que j'avais trouvé. J'avais aussi essayé sans résultat. Chad Kramer et John Bell vont en Europe cet été. Pourquoi pas moi? Je revenais à la charge le plus souvent possible, mais pas trop, de crainte d'éveiller les soupçons. J'ai même eu recours à la tactique. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas d'argent, que j'ai aussitôt regretté. C'était mal parti. Heureusement, plusieurs choses ont joué en ma faveur. D'abord, l'oncle Bobby n'avait plus très envie de m'inviter chez lui. Qui veut s'embarrasser d'un malade mental? Du coup, mon emploi du temps s'est libéré. Puis, mon père a découvert que l'île de Kernall était le paradis des oiseaux et que la moitié de la population mondiale d'une certaine espèce, devant laquelle il se pâmait, vivait là-bas. Il a commencé à en parler beaucoup de son nouveau projet de livre. Je l'ai encouragé en faisant mine de m'y intéresser. Mais le rôle décisif revient au docteur Golan. Je n'ai presque pas eu besoin de russer pour qu'il se range de mon côté. En plus d'approuver vigoureusement l'idée, il a incité mes parents à me laisser partir. Ça pourrait lui faire du bien, a-t-il dit à ma mère un jour après une séance. Visiter cet endroit que son grand-père a idéalisé devrait aider Jacob à le démystifier. Il verrait que c'est un lieu normal, dépourvu de magie. Par conséquent, les récits fantastiques qui s'y rattachent perdraient de leur pouvoir. Combattre l'imagination en la confrontant à la réalité est souvent très efficace. Je pensais qu'il ne croyait plus à ces histoires, a protesté ma mère. Elle s'est tournée vers moi. N'est-ce pas, Jake? Non, je n'y crois plus, ai-je confirmé. Consciemment, il n'y croit plus en effet, a expliqué le docteur Golan. Mais c'est son inconscient qui lui pose des problèmes en ce moment. Les rêves, l'anxiété. Et d'après vous, ça l'aiderait d'aller là-bas, insistait ma mère. Elle a plissé les yeux et l'a regardé avec ferveur. Pour elle, la vie de mon psy était parole d'évangile. J'en suis sûr. Et voilà, l'affaire était dans le sac. Ensuite, tout s'est organisé à une vitesse surprenante. On a acheté les billets, planifié notre séjour. On y resterait 3 semaines en juin, papa et moi. Ça me paraissait un peu long, mais il affirmait que c'était un minimum pour faire une étude approfondie des colonies d'oiseaux de l'île. J'ai cru que ma mère allait protester. 3 semaines entières. Mais plus le voyage approchait, plus elle se réjouissait pour nous. Mais 2 hommes partent à l'aventure, disait-elle avec un sourire béat. Je trouvais ça touchant, jusqu'au jour où je l'ai entendu dire à une amie au téléphone qu'elle avait hâte de se retrouver seule. 3 semaines sans avoir à s'occuper de mes 2 gamins, quel luxe! Moi aussi, je t'aime, avais-je eu envie de lui lancer, sarcastique. Comme elle ne m'avait pas vu, j'ai préféré me taire. Pendant les 3 semaines qui séparaient la fin des cours de notre voyage, j'ai essayé de découvrir si Pérégrine Faucon était toujours en vie. Mes recherches sur internet n'ont rien donné. Si elle était encore de ce monde, je souhaitais lui parler au moins pour la prévenir de mon arrivée. Hélas, j'ai vite constaté que presque personne n'avait de téléphone à Cairnholm. Je n'ai trouvé qu'un numéro pour toute l'île. L'appel a mis presque 1 minute à aboutir. La ligne sifflait et crachotait, semblait couper, puis les sifflements reprenaient de plus belle. Enfin, l'étrange sonnerie européenne a retenti. Un homme a décroché. Piss Hall, a-t-il braillé d'une voix de poivreau. Le concert de beuglements à l'arrière m'a évoqué une soirée d'étudiants bien arrosés. Je me suis présenté, mais je ne crois pas que le type m'ait entendu. Piss Hall, a-t-il répété. C'est qui? Avant que j'aie pu répondre, il a crié. J'ai dit la ferme, bande de bâtards, je suis au... Puis la communication a été coupée. Je suis resté un long moment assis, hébété, le récepteur contre l'oreille, avant de raccrocher. Je n'ai pas pris la peine de rappeler. Si le seul téléphone de Cairnholm se trouvait dans un lieu de perdition nommé Trois Pisses, on pouvait craindre le pire. Est-ce que j'allais passer mon premier séjour en Europe à fuir des fous alcooliques et à regarder des oiseaux vider leurs boyaux sur des plages rocheuses? Peut-être, mais
le mystère de mon grand-père et reprendre une vie normale. J'étais